Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de la HEC Montréal. Et bienvenue au webinaire sur le gaz naturel renouvelable au Québec. C'est un atelier qu'on a fait au mois de mai 2024 pour essayer de déterminer quelles sont les options pour accélérer le déploiement du GNR au Québec au service de la transition énergétique. Donc, c'est un webinaire, en fait, qu'on a fait en collaboration avec le gouvernement du Québec, mais aussi Biogas World. Le lancement officiel, en fait, du rapport a eu lieu le 18 novembre, j'espère que je ne me trompe pas, justement pendant l'événement de la journée GNR de Biogas World. Mais on voulait aussi pouvoir l'offrir de façon plus élargie, comme on fait pour tous nos rapports à un public plus large. Donc, merci d'avoir participé. Le webinaire, ça va porter essentiellement sur l'atelier, les faits saillants, si on veut, qui sont ressortis de l'atelier qu'on a fait. Pierre-Olivier va présenter en fait les conclusions, les constats, les pistes d'action et un peu aussi le contexte de cet atelier, pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Donc, c'est moi, Pierre-Olivier, en fait, qui avons piloté le projet. Pour les collaborateurs, on avait Mathieu Lavoie et son équipe au bureau de la transition au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. On avait aussi Maxime Lemonde qui nous a donné aussi des coups de main, évidemment, pour pouvoir en faire la diffusion particulièrement. On avait aussi des gens du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui nous ont aidés quand on a fait les documents de préparation et la révision, et des gens évidemment d'Énergie pour nous aider avec les données. Je veux remercier aussi sincèrement tous les conférenciers parce que nos ateliers, c'est quand même, même si quand que vous recevez le rapport, ça peut paraître très simple pour certains, c'est souvent les rapports d'atelier, c'est juste de présenter un peu qu'est-ce qui a été dit, mais nous, on les utilise, nos ateliers, un peu comme une façon de faire une étude collective, si on veut, avec les acteurs du milieu. Donc, en fait, ça devient un outil, on espère, pour pouvoir vraiment adresser des enjeux très spécifiques dans une filière pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles. Et pour ça, on fait une mise en contexte. Et donc, pour l'atelier lui-même, on avait une demi-journée avec des conférenciers. Donc, vous les voyez tous là. Et je vous invite aussi à aller voir toutes les présentations PowerPoint qui sont disponibles sur le site web. Et il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données que vous allez pouvoir aller chercher, en fait, pour tout ce que vous faisiez. Donc, je vous invite à faire ça. Puis aussi, ce qu'on ne présente pas aujourd'hui, c'est la mise en contexte. Donc, on a une introduction dans le rapport qui donne beaucoup de données sur la filière du gaz naturel renouvelable à l'intérieur du gaz de la filière du gaz. Donc, il y a beaucoup de données aussi dans l'introduction qui peuvent être utiles. Donc, je vous invite vraiment d'aller consulter si jamais vous voulez avoir des données à jour. En plus, évidemment, de tout ce qu'on fait avec l'État de l'énergie et plus récemment, le rapport sur les profils énergétiques des régions qui a aussi d'informations sur les filières des biocarburants puis du GNR. Finalement, je veux remercier évidemment tous les participants. On avait une soixantaine de participants qui ont participé à l'atelier. Toute la liste est dans l'annexe 1. C'est Pierre-Olivier va présenter un petit peu plus là, c'est quoi les profils qu'on avait, mais sans ces gens-là, on n'aurait pas pu évidemment réaliser l'atelier. Et on va, comme vous voyez, vous avez tous les liens. L'événement est enregistré, les présentations vont être en ligne, toute l'information, donc vous n'avez pas besoin de nous écrire. Tout va être disponible en ligne. On va vous les envoyer aussi en plus par la suite. Donc, juste pour que vous sachiez, pour l'atelier, Pierre-Olivier va passer à travers les faits saillants, comme je disais, mais on va avoir une période de questions par la suite. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dedans la petite boîte en bas, le QA, donc questions et réponses. Et pour l'introduction ou le mot d'ouverture, on va avoir Mathieu Lavoie, qui est directeur de la direction des orientations, de l'analyse et de la diffusion de l'action climatique au Bureau de la transition climatique et énergétique au ministère de l'Environnement. Donc, Mathieu, c'est la personne clé avec qui on a collaboré pour ça. Donc, Mathieu, merci de faire le mot d'ouverture.
Donc voilà. Ben, merci à toi, Joanne. Merci à Pierre-Olivier pour ce très beau rapport. En fait, j'ai eu la chance de participer à l'atelier sur le gaz naturel renouvelable au Québec. Pour moi, en tant que fonctionnaire, mais aussi comme directeur des orientations de l'action climatique, ça a été extrêmement éclairant de pouvoir avoir l'ensemble des enjeux en fait en fait à la fois les éléments facilitateurs puis les obstacles aussi au déploiement de la filière GNR. Donc, je veux redire, je l'ai déjà dit sur d'autres tribunes, mais à quel point ces événements-là, ces ateliers-là où on regroupe des gens à la fois des gouvernements, de l'industrie, des OBNL, c'est extrêmement précieux. Je remercie vraiment la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC, donc en particulier Joanne et Pierre-Olivier, de tenir ce genre d'événement-là. C'est extrêmement structurant, certes pour la filière, mais aussi pour le gouvernement. Des échanges qui ont été très, je dirais, francs, sans langue de bois. Donc, c'est vraiment quelque chose que personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Ça va intéresser, je pense, ce rapport-là, toute personne à la fois chargée de politique publique en matière de changement climatique, d'énergie, d'industrie, évidemment, les OBNL, les municipalités, j'en passe. Donc, merci beaucoup, Joanne et Pierre-Olivier. Et Pierre-Olivier, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour tes bons mots. Bonjour tout le monde. Merci, Johan, pour l'introduction. Donc, c'est à moi que revient le plaisir et l'honneur de présenter essentiellement les constats et pistes d'action qu'on a pu dégager de cet atelier. Donc, comme Johan l'a mentionné, cet atelier s'était passé au printemps dernier. On a eu des intervenants, une soixantaine d'intervenants et surtout des conférents, bah, et aussi des conférenciers. Euh, le matin, comme Johan l'a mentionné, c'était sur une conférence de cadrage et je vous encourage très fortement à aller voir les présentations qui sont disponibles sur le site web. Euh, L'après-midi, on a eu des tables rondes. Et ces tables rondes, donc, l'idée, c'est de passer à travers différentes questions, 13 questions, de laisser les participants discuter et répondre et pour essayer de dégager des pistes d'action collective. S'il y avait des consensus, ben, on avait des consensus. Dans certains cas, on n'avait pas des consensus, alors on a essayé de dégager les points sur lesquels il y avait en fait, des dissensions. Donc, c'est un exercice qu'on apprécie beaucoup et qui finalement est synthétisé dans ce rapport-ci. Euh, Notre mandat dans cet atelier et dans le rapport, c'était d'avoir une réflexion sur la filière GNR. C'est une filière qui, comme on le sait, est très importante pour la transition énergétique, mais peine à se développer. Elle est importante, elle ne sera jamais dominante dans la transition énergétique, mais dans le sens où on a beaucoup d'efforts à faire en efficacité énergétique et en électricité propre, mais beaucoup d'acteurs reconnaissent que tout ce qui est biocarburant est très important, et en particulier biocarburant gazeux, le gaz naturel renouvelable de source renouvelable, mérite une attention particulière. Donc, on a regardé les enjeux en termes d'approvisionnement en matières premières du GNR. On s'est posé des questions sur les priorités des usages du GNR, sur le coût du GNR, l'environnement d'affaires et l'état des connaissances et des données dans ce secteur-là pour justement dégager un ensemble de pistes, des pistes d'action, mais surtout des éléments sur lesquels il faudra travailler pour aller plus loin. Des enjeux du GNR, on en connaît. Vous avez peut-être vu dans les médias la petite catastrophe qui est arrivée à Warwick, l'agri-coop de Warwick qui a une usine de biométhanisation. Il y a eu une fuite de lisière cette semaine. Donc, ça fait partie des enjeux. C'est évidemment pas un enjeu, c'est une urgence technique qui qui a affecté les opérations là-bas. Mais ça fait partie des enjeux va falloir parler. Euh, Pourquoi donc se pencher sur cet enjeu-là? Comme je l'ai dit, pour la transition énergétique, de manière plus spécifique, le gouvernement a mis une obligation réglementaire de distribuer 10% de gaz naturel renouvelable
ou de sources renouvelables. Donc, il y a un nouvel acronyme là, le gaz de sources renouvelables, GSR, dont qu'il faudrait utiliser aussi. Donc, 10% de GSR dans le réseau d'ici 2030. Aujourd'hui, on est autour de 2%. Donc, il faut augmenter les volumes. Et Énergir est en voie d'atteindre des volumes importants de GNR, de GSR dans son réseau. Évidemment, il y a deux manières d'augmenter le pourcentage de gaz naturel renouvelable. C'est soit d'en mettre plus et aussi de faire baisser la consommation de gaz naturel. Donc, en fait, c'est un objectif. Les deux objectifs existent au Québec et chez Énergir, de baisser les volumes de gaz naturel globaux, donc baisser la consommation de gaz naturel et d'augmenter les volumes de gaz naturel renouvelable. On va plus se pencher dans ce rapport, dans notre rapport sur augmenter les volumes de gaz naturel renouvelable, mais la nécessité de réduire les volumes fait évidemment partie du plan et à l'esprit de tout le monde. Il y a beaucoup d'incitatifs qui sont présents aujourd'hui pour stimuler la production de gaz naturel renouvelable. Parmi les principaux que vous voyez mentionnés ici, le PSP-GNR, le programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable, le SPEDE, qui est le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission qui met un prix sur le carbone et qui donc fait payer plus cher pour les hydrocarbures. Par exemple, nous avons depuis hier le nouveau prix du carbone aux enchères qu'il y a eu sur les droits d'émission dans le marché commun Québec-Californie. Hier, le prix qui est sorti pour le carbone, c'était 44,6, donc 44,60 la tonne, en légère augmentation par rapport au précédent prix. Et simplement pour vous donner une illustration, ce prix-là là, de 44,60 la tonne, ça rajoute au gaz naturel un tout petit 2 dollars le gigajoule, 2 dollars le gigajoule pour le gaz naturel. Donc ça, c'est un tout petit par rapport au prix du gaz naturel renouvelable, mais c'est significatif par rapport au prix du gaz naturel fossile. Le gaz naturel fossile se transige ces jours-ci en dessous de 3 dollars, donc à certains endroits à 1 dollar, mais autour de 2 dollars, 2-3 dollars le gigajoule. Donc quand de 44 dollars qui rajoute un 2 dollars le gigajoule, ça a un gros impact sur le prix du combustible fossile. Mais quand on regarde le coût du gaz naturel renouvelable, on est à un niveau bien plus élevé. Aujourd'hui, Énergir signe des contrats entre 20 et 25 dollars le gigajoule pour le gaz naturel renouvelable. Donc, c'est pour vous montrer l'écart entre le prix du gaz naturel renouvelable et des incitatifs, par exemple le prix du carbone. Il y a aussi le règlement sur les combustibles propres qui permettrait d'offrir une source de revenus pour des producteurs de gaz naturel renouvelable qui utiliseraient ce gaz-là en transport. Donc, ça fait partie des différents incitatifs, mais ces incitatifs, évidemment, il faut les revoir, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est suffisant? On a aussi des enjeux au niveau de la demande. On s'est aperçu que les achats volontaires de gaz naturel renouvelable ont malheureusement diminué entre 2022 et 2023. Et ça, ça montre que même s'il y a une certaine volonté de certaines personnes d'accepter de payer plus cher pour du gaz naturel renouvelable, ce n'est pas encore un engouement généralisé. Et donc, il y a un petit enjeu. Idéalement, on aurait trouvé des consommateurs prêts à payer le vrai prix du gaz, enfin un prix plus élevé pour le gaz naturel pour avoir un gaz de source renouvelable. Et ça aurait été un monde où on aurait pu introduire de manière un peu plus harmonieuse le gaz naturel renouvelable. Il faut trouver des manières de l'introduire en répartissant les coûts. Donc, on va se pencher là-dessus. On a un problème, une des justifications du rapport, c'est qu'on a un manque de données, de transparence et souvent de compréhension. J'ai parlé du règlement sur les combustibles propres, le RCP, attaché à ce règlement sur les combustibles propres se trouvent les unités de conformité que je n'expliquerai pas ici, mais qui sont évidemment un petit peu complexes à comprendre, surtout dans un contexte où on a aussi un marché du carbone avec des droits d'émission avec la tonne de carbone comme unité, et ces unités de conformité ont aussi la tonne de carbone comme unité.
mais ce sont deux marchés distincts. Donc, il y a des enjeux de compréhension sur lesquels travailler encore et de clarification pour savoir justement qu'est-ce qui est admissible dans quel marché. Et finalement, ça donne le contexte un peu généralisé de notre rapport. Euh, alors, on a eu des conférences de cadrage. Je vous remets les photos de gens qui ont participé je ne vais pas refaire le résumé, mais c'est des conférences très intéressantes. Une première série ici, et une deuxième série de conférenciers qui ont tous participé en mai dernier à l'atelier et dont nous avons résumé les conférences dans le rapport. Donc, je vous encourage fortement à aller voir le rapport, lire les résumés. Ce sont des gens qui ont donné la perspective des producteurs, du gouvernement, des consommateurs. Comme vous voyez, Nazim Seba de l'Association des consommateurs industriels de gaz était présent pour nous donner justement leur perspective et différents types de producteurs et d'investisseurs. Donc, on avait vraiment un très bel éventail de participants qui représentaient un peu toutes les facettes du milieu du gaz naturel renouvelable et évidemment qui inclut le gaz naturel fossile en son sein. Et toutes les présentations de ces personnes-là sont aussi disponibles sur notre site web. Donc, nous avons fait cet atelier, nous avons discuté, nous avons fait un ensemble de constats et dégagé des pistes d'action. Et rentrons directement maintenant dans ces constats-là. Donc, au niveau des approvisionnements pour fabriquer du gaz naturel renouvelable, différents éléments se sont dégagés. Le premier, c'est que ça serait fort intéressant d'avoir un recensement annuel de la disponibilité et des qualités des différentes matières premières qui sont disponibles au Québec pour fabriquer du GNR, mais évidemment aussi pour fabriquer d'autres types de produits de biocarburants. Ça va être en lien avec le deuxième point ici. Mais aujourd'hui, on ne sait pas de manière très précise quelle est cette disponibilité de matières premières. On sait qu'on a beaucoup de résidus forestiers, on sait qu'on a de la matière, de la biomasse dans le secteur agricole qui est disponible. On sait que les municipalités génèrent beaucoup de matières organiques résiduelles dans nos poubelles, dans nos bacs bruns. On a une grande quantité de matière organique qui peut être compostée, qui peut être biométhanisée de plus en plus, mais encore dans des très petites quantités. Et donc, cette matière première, elle est mal documentée et ça serait important qu'on le sache de manière un peu plus transparente. Qu'est-ce qui est disponible? Ce que Recyc Québec nous dit, c'est qu'en 2021, il n'y a que 4,5% de la matière organique québécoise qui a été valorisée à travers la biométhanisation. Donc, moins de 5% selon Recyc Québec est biométhanisé et produit du gaz naturel renouvelable. Ce qui veut dire que 95% de la matière organique générée au Québec de manière résiduelle pourrait être valorisée d'une certaine manière. Et ça, donc, c'est un gisement potentiel d'énergie qui est incroyable et qui, selon plusieurs, mériterait d'être valorisé parce que ça pourrait permettre d'avoir une plus grande circularité dans notre système énergétique et d'approvisionner le Québec en énergie renouvelable locale pour contribuer donc justement à des écosystèmes plus résilients sans dépendre d'importations et avoir une filière parallèle à l'électricité qui va demeurer et qui va croître et va demeurer très importante, mais avoir une certaine diversité dans les approvisionnements énergétiques est toujours une bonne chose parce que ça donne une police d'assurance en cas de soucis, de pépins et pour ne pas tout miser sur un réseau électrique qui augmente et qui va augmenter de manière importante, eh bien, c'est bien de développer des filières parallèles. Euh, Deuxième point dans les approvisionnements pour le gaz naturel renouvelable, c'est de se dire c'est de se demander quelles sont les priorités justement pour cette matière première. Est-ce que c'est d'aller vers le gaz naturel ou est-ce que c'est d'aller vers des biocarburants? On sait qu'on a des producteurs de biocarburants, d'éthanol, et on pense à faire des biocarburants de deuxième génération avec de la biomasse. Est-ce qu'il faut mieux gazéifier cette matière première et en faire des carburants liquides? Ou alors garder le gaz et l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Donc, il y a différents débouchés possibles pour cette biomasse. Il faut se poser la question et essayer de se trouver une priorité des usages là-dessus. Au niveau de cette matière organique qui rentre dans le système, c'est le troisième point ici.
et on se rend compte que c'est très important d'améliorer les pratiques de triage et de gestion de la matière organique parce que aujourd'hui, ce qui arrive dans les biométhaniseurs municipaux qui veulent essayer de biométhaniser la matière organique, c'est qu'elle est contaminée par toutes sortes de produits, du plastique ou des minéraux, des roches, différentes choses qui ne peuvent pas être biométhanisées. Et ça, c'est parce que, encore trop souvent au Québec, eh bien, on ne fait pas véritablement bien le tri à la source. Et alors, ça pose des enjeux. Et, à Saint-Hyacinthe, par exemple, ils avaient l'ambition au départ de pouvoir traiter la matière organique municipale. Ils ont dû se résoudre à justement à l'exclure de leur biométhaniseur et à ne compter que sur des matières organiques de l'industrie agroalimentaire qui n'étaient pas contaminés par tous les détritus autres qui ne sont pas des déchets organiques que la population malheureusement met trop souvent dans ses poubelles. Et donc là, ça vient à des questions de sensibilisation, d'éducation, mais aussi d'éco-fiscalité et de réglementation. Et il va falloir à un moment donné être un petit peu plus sévère sur la manière dont on gère nos déchets. À défaut de quoi, eh bien, on va avoir des sites d'enfouissement qui vont continuer d'augmenter parce qu'on ne va pas être capable de faire des tris et on ne va pas valoriser autant que ce qu'on pourrait nos matières premières. Et donc, c'est un rappel au gouvernement de dire, on a une politique de gestion de matières résiduelles, mais il faut améliorer cette stratégie-là parce que force est de constater qu'elle ne fonctionne pas parfaitement. Quatrième point dans les approvisionnements, c'est aussi de se poser des questions sur l'évaluation et la documentation des risques et des impacts qu'il y a dans les différentes sources d'approvisionnement d'intrants, donc de matières organiques pour produire ce GNR et ce GSR, le gaz de source renouvelable. Parce qu'évidemment, c'est des filières à développer et il y a du transport de matières organiques à faire par camion et ça comporte des risques. Comme je l'ai mentionné, à Warwick, il y a eu du lisier qui s'est échappé malheureusement cette semaine et donc ça fait partie des éléments à prendre en compte et à gérer. Donc, une première série d'éléments. Euh, on a aussi une recommandation ou plutôt une piste de réflexion, un chantier de réflexion sur la manière de prendre en compte les différents types de production de gaz de source renouvelable. On a la biométhanisation, mais il y a aussi la gazification qui peut se faire. Il y a aussi dans les gaz de source renouvelable, on peut aussi passer par du gaz synthétique en prenant de l'hydrogène et du CO2. Et toutes ces différentes filières-là, eh bien, elles ont des intensités carbone, des coûts différents, des impacts environnementaux différents, des efficacités globales différentes. Et donc, il faut prendre un petit peu en compte ces éléments-là, surtout dans les programmes et de subventions et la manière de supporter ces filières-là, parce qu'il y a des particularités et il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut développer le plus? Et si on accepte de développer certaines filières, ben, il faut avoir des programmes qui supportent spécifiquement certaines filières. Et et de façon explicite pour bien comprendre qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, en fait, l'idée, c'est de se donner une idée un peu plus claire sur qu'est-ce qu'on va vouloir développer. Si on a de la chance pour la filière du gaz naturel renouvelable, le plan de gestion intégré des ressources que le gouvernement prépare, on sait déjà que c'est la firme Esmia qui va être chargée de faire ce plan intégré de gestion des ressources. Eh bien, il pourrait avoir une section justement sur la manière de générer, d'organiser de manière un peu plus cohérente la filière du gaz de source renouvelable pour essayer de faire un certain tri entre les différentes technologies, les différentes sources de matière organique et les différentes débouchés possibles. Et ça serait dans le cadre du plus grand plan de gestion des ressources, plan de gestion intégré de l'énergie au Québec, qui doit nous donner notre perspective pour 2050. Euh, il y avait au sein de notre panel, le point 6, pas de notre panel, mais de notre atelier, il y avait une divergence si on devait forcer la production locale à être consommée localement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité du gaz naturel renouvelable qui est généré au Québec, et produit au Québec, est exporté aux États-Unis parce que à travers certains programmes et incitatifs
financier aux États-Unis, il y a manière de le vendre de manière très intéressante pour les producteurs. Alors, on se trouve dans une situation un peu paradoxale où on cherche à produire davantage de gaz naturel renouvelable au Québec pour l'utiliser dans le réseau local, mais on se trouve aussi à l'exporter et à en importer. Donc, on doit se poser la question, est-ce qu'il faut forcer la consommation locale, donc interdire la consommation de l'exportation, ou non? Et il y avait donc non-unanimité là-dessus, donc c'est encore quelque chose qui peut être en réflexion et qui pourrait être déterminé. Euh, un des avis, c'est probablement que si un producteur de gaz naturel renouvelable reçoit une subvention au Québec, eh bien, probablement, ça devrait servir à à la production, à la consommation québécoise. Mais ce n'est pas encore, il n'y a pas d'unanimité là-dessus, la réflexion doit se déterminer. Tout un chantier s'est fait aussi sur la priorité des usages. Une fois que le GNR est produit, à quoi doit-il servir? Et là, on aimerait pouvoir, on sait qu'il y a des usages qui sont prioritaires. Et ben, on sait qu'il y a certaines activités qui sont difficilement électrifiables, certains procédés industriels ou dans certains cas la gestion de la pointe électrique. Si on veut, on doit gérer cette pointe électrique. On sait elle peut être très importante déjà et qu'elle s'annonce être encore plus importante dans les années à venir. Alors, comment est-ce qu'on va la gérer? Il y a différentes stratégies de gestion. Une possibilité, c'est d'utiliser du gaz naturel et idéalement du gaz naturel renouvelable pour gérer cette pointe. Euh, il reste des enjeux sur comment est-ce qu'on doit justement allouer le gaz naturel renouvelable, s'il doit être alloué, pour quel type d'usage. Est-ce que pour chauffer d'une manière générale, c'est acceptable? Est-ce que pour le transport, c'est acceptable? Est-ce que pour la pointe, c'est acceptable? Est-ce que pour des procédés industriels qui ont besoin de carbone, du gaz naturel, est-ce que c'est acceptable? Donc, il va falloir réfléchir là-dessus. Dans un monde idéal, les prix nous permettraient de guider les usages et il y aurait suffisamment d'incitatifs sur le gaz naturel fossile pour le décourager. Et donc ça, on arrive au point 9 sur le fait sur le fait que justement ces incitatifs aujourd'hui ne sont pas des incitatifs qui pénalisent les combustibles fossiles ne sont pas encore suffisants pour faire en sorte que le gaz naturel renouvelable émerge. Et donc, il va falloir justement se demander comment est-ce qu'on va faire pour réussir à placer le gaz naturel renouvelable dans les usages qui sont le plus important et les plus judicieux à long terme. Dans l'industrie consomme 60% du gaz naturel aujourd'hui, ça va être important de se poser la question comment est-ce qu'on décarbone l'industrie, parce que l'industrie aussi doit être décarbonée, et donc on doit réduire les volumes de gaz naturel. Aujourd'hui, au Québec, on consomme 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel fossile, essentiellement, avec un petit 2% dans ce 6 milliards qui est renouvelable. Et dans ce 6 milliards de mètres cubes, il y en a 60% qui est consommé en industrie. Alors, si on veut faire pénétrer le gaz naturel renouvelable, il va falloir forcément que l'industrie consomme du gaz naturel renouvelable. Ça va coûter plus cher. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte pour faire payer ce gaz naturel renouvelable qui coûte plus cher. Aujourd'hui, il peut coûter de 20 à 25 dollars en plus. Et donc, parmi les options, collectiviser le surcoût du gaz naturel, ça fait partie des éléments qu'on va prendre, qui sont déjà pris en compte, mais qui vont devoir se développer et qui vont devoir être mieux compris, mieux acceptés si on veut pouvoir généraliser cette pratique-là. Et évidemment, réduire la consommation de gaz naturel va être essentiel si on veut rester compétitif. Penser à notre réduction de la consommation d'énergie est très important. On sait qu'il y a un potentiel technico-économique très important dans le gaz naturel, en électricité aussi, en produits pétroliers aussi, mais en gaz naturel, la firme Econolair a établi à presque 25% ce potentiel technico-économique, ce qui veut donc dire qu'il y a 25% du gaz naturel consommé au Québec qui pourrait être réduit de manière techniquement réaliste et économiquement rentable si on mettait en place les efforts à faire pour réduire notre consommation. Évidemment, il y a des efforts à faire, il y a des changements de mentalité auxquels procéder, mais
la technologie existe, les aspects techniques existent et ça pourrait donc se faire. Il faut se mobiliser pour réaliser cette réduction de la consommation. J'ai parlé du coût, mais je reviens sur le coût du GNR. Donc, il y a les intervenants qui ont participé à l'atelier s'entendaient pour dire qu'il fallait privilégier des incitatifs, non pas forcément, comme je disais, de noyer le prix du gaz naturel renouvelable dans l'ensemble des consommateurs. Ça se fait, c'est possible, mais il faut aussi surtout avoir des mécanismes qui augmentent le fardeau sur les combustibles fossiles parce que ce fardeau sur les combustibles fossiles, c'est ce qu'on doit viser le plus pour faire émerger les sources renouvelables à côté et leur permettre de fleurir sur le marché. Et comme vous le revoyez, là, le gaz naturel fossile se vend à moins de 3 dollars le gigajoule. Pour le gaz naturel renouvelable, aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont autour de 25 dollars le gigajoule. Donc, il y a tout un écart et si on voulait combler cet écart-là par la taxe par le prix du carbone, sur le marché du carbone, il faudrait atteindre 400 dollars la tonne sur le marché du carbone, la tonne de gaz à effet de serre, pour combler cet écart-là, là, entre 3 dollars et le 25 dollars. Donc on est aujourd'hui très très loin de 400 dollars la tonne. Comme je disais en début de webinaire, on est à 44 dollars la tonne. Ce n'est pas encore le prix du carbone qui va complètement nous permettre de combler la marche entre le prix actuel du fossile et le prix du GNR. Mais 25 dollars le gigajoule, ça peut paraître élevé. Ce n'est pas si élevé que ça quand on regarde le prix que les Européens ont payé pour leur gaz naturel en plein milieu de la crise de l'hiver 2023. Ben, on dépassait ces prix-là. Pour le gaz naturel liquéfié qui est exporté au Japon, on peut atteindre des prix de ce type-là. Donc, dans beaucoup de sociétés, on vit déjà avec des prix de 25 dollars le gigajoule. Mais c'est évident que beaucoup d'industries aux États-Unis ne font pas du tout face ou ne sont pas prêts de faire face à des prix de 25 dollars le gigajoule parce que la production de gaz de schiste aux États-Unis est très forte et donc on a des prix beaucoup plus bas. Donc, il y a un contexte mondial là sur les prix de l'énergie qui est très délicat et qui peut mettre les industries dans des situations difficiles si on ne fait que passer le prix sur la consommation industrielle. Ça pourrait simplement faire en sorte qu'on ferme des industries au Québec qui sont plus compétitives si elles payent trop cher leur énergie et pour qu'elles se déplacent ailleurs, ce qui, d'un point de vue environnemental, n'est pas très utile. Et donc, c'est pour ça qu'on a la recommandation 13 sur le gouvernement québécois devrait réaliser une étude sur la manière de répartir le fardeau du coût additionnel du GNR pour bien comprendre comment on doit le faire pour ne pas prendre les gens par surprise, il faut parler de tarifs. En électricité, il faut parler tarifs d'électricité, je n'en parlerai pas, mais en gaz naturel renouvelable, il va aussi falloir le faire de manière transparente parce que c'est un fardeau qui ne fera pas plaisir qui doivent payer plus cher pour consommer du gaz. Alors, en général, ça ne nous fait pas plaisir de payer plus cher, quoique ça pourrait nous faire plaisir si on était vraiment engagé dans la lutte contre les changements climatiques, parce que ça voudrait dire qu'on paye vraiment le prix de notre consommation. J'arrive dans les dernières recommandations. Dans l'environnement d'affaires, il y a beaucoup d'éléments à dire, des obstacles transversaux à travers différents ministères, différents secteurs qui sont à déplorer. La complexité du processus réglementaire est souvent décriée par les acteurs. On a des règlements agricoles, des règlements industriels, des règlements en occupation du territoire, des règlements de différents types de règlements qui s'accumulent, qui ne sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Et donc, ça fait en sorte que les promoteurs de gaz naturel renouvelable ont beaucoup de difficultés à passer à travers ce processus réglementaire qu'il faudrait véritablement pouvoir simplifier pour notamment diminuer la production, faciliter la compréhension pour le financement parce que les prêteurs de capitaux ont besoin de comprendre et ont surtout besoin d'être rassurés sur le fait que les obstacles réglementaires ne vont pas constituer des freins à la création des projets. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un cadre global, un cadre réglementaire qui est plus simple, qui prend en compte évidemment les différents aspects. L'idée, c'est pas d'ignorer des préoccupations, mais c'est de s'assurer
que les promoteurs de projets de gaz naturel renouvelable puissent mener leurs projets sans avoir à se soucier d'une panoplie de règlements qui ne se parlent pas et peuvent être incohérents les uns avec les autres. Surtout dans un contexte où il y a une quantité limitée et une disponibilité limitée de matières premières, même s'il y en a beaucoup de matières premières au Québec, elle n'est pas forcément géographiquement bien placée. Il y a des enjeux de transport, des enjeux aussi d'accès à long terme, et donc ça peut devenir un véritable problème de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble pour faciliter ces projets de gaz naturel renouvelable. Il y a beaucoup de délais, beaucoup d'obstacles, et donc c'est vraiment important, si on veut voir la filière se développer, que ces obstacles puissent être aplanis de manière cohérente, évidemment sans faire de recul en termes de protection du territoire, protection de l'environnement, protection des communautés, mais de faire en sorte qu'en prenant en compte la protection de tous ces enjeux-là, on puisse avancer un peu plus vite. 15e piste d'action, les programmes de soutien, il faut s'assurer qu'ils restent là, qu'ils sont à maintenir, mais il faut les améliorer pour s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins du marché. Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, d'avoir pour la biomédiation municipale, est-ce que c'est nécessaire que les municipalités soient impliquées directement dans les projets? Peut-être, mais peut-être pas. Ce n'est pas forcément leur métier aux municipalités de développer des usines de biométhanisation. Donc, s'il y a des gens qui sont plus à même de les développer de manière plus efficace, ça pourrait être intéressant de voir et qu'ils puissent avoir accès au même soutien gouvernemental. Ça pourrait être intéressant. Et en terminant sur l'état des connaissances et des données, j'en ai déjà un petit peu parlé sur la disponibilité régionale des matières premières. Donc, on pense qu'il faut un inventaire global, mais il faut que cet inventaire soit non seulement global, mais aussi régional. Et en fait, quand je dis on pense, et nous pensons, tous les participants de l'atelier, que c'est important d'avoir davantage de données pour avoir plus de transparence et de se savoir où sont les opportunités pour pouvoir après faire des études technico-économiques, se dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réalisable, et qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité des attributs environnementaux parce que c'est du gaz naturel renouvelable, donc ça évite des gaz à effet de serre par rapport à du méthane qui aurait été émis dans l'atmosphère si ça n'avait pas été traité de manière organisée et pour récupérer justement ce méthane, parce que la matière organique, quand elle se décompose, elle va émettre du méthane, et donc au lieu qu'elle s'émette dans l'atmosphère, il faut mieux l'utiliser dans nos systèmes, et donc ça serait intéressant d'avoir plus de données partagées là-dessus. Et finalement, le dernier élément, se dire, il faut faire une étude, il faut remettre à jour une étude qui avait été faite il y a quelques années par WSP en collaboration avec d'autres partenaires sur le potentiel commercial de la production de GNR. Et donc se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les quantités qu'on peut produire? Ça serait bien que justement ça soit plus transparent pour qu'on comprenne mieux le secteur d'une manière générale et qu'on puisse préparer les consommateurs, préparer les acteurs au coût de la filière et au potentiel de la filière, et qu'on documente les avantages justement en termes de résilience, de développement local. Ça peut être extrêmement bénéfique pour certaines régions dans des zones rurales de développer de la biométhanisation pour leur indépendance énergétique. Un des enjeux, pour revenir sur les enjeux de réglementation, c'est que des installations de gaz naturel renouvelable sont considérées comme des installations industrielles. Ce serait normal de les mettre en milieu rural parce qu'il y a beaucoup de la matière organique qui est disponible en zone rurale. Et donc là, il faut s'assurer que la réglementation d'occupation du territoire et d'activité permettre à certains usages de type industriel d'avoir lieu en zone rurale, parce que ça, c'est une industrie, le gaz naturel renouvelable, qui est directement liée aux activités agricoles. Donc, c'est un petit peu une aberration de dire que comme c'est industriel, ça ne peut pas être en milieu agricole. Donc ça fait partie des règlements à faire évoluer pour justement euh, permettre un déploiement optimal de ces activités de gaz naturel renouvelable. En conclusion, avant de passer aux questions, parce que je vois qu'il y a des questions, nécessaire de mieux coordonner les efforts de tous les acteurs en favorisant la clarté des règles. Il y a beaucoup trop d'inconnus et d'incertitudes dans le parcours du gaz naturel renouvelable et des gaz de sources renouvelables. Donc, il faut
permettent d'enlever ces incertitudes et de permettre à la filière de se déployer. Donc, les 5 grandes pistes d'action qui se dégagent, c'est mieux connaître les ressources, mieux gérer les ressources de matière organique pour limiter les impacts, prioriser certains usages, réduire l'impact du coût du gaz naturel renouvelable par l'efficacité énergétique et finalement surmonter la panoplie d'obstacles avec plus de cohérence, de collaboration, de transparence dans le cadre réglementaire qui encadre donc le secteur. Je vous remercie, je vous encourage à télécharger le rapport qui contient beaucoup plus de détails que ce que je vous ai partagé oralement dans les 30-40 dernières minutes. Je vais garder la présentation en ligne. Je remercie les partenaires de la chaire qui sont essentiels à nos travaux que vous voyez mentionnés ici. Johan, si tu veux y aller avec les questions, Oui. on peut Euh, commencer. Juste peut-être aussi rappeler aux gens que les faits qu'on présente, c'est vraiment ce qui ressort des discussions, parce que là, j'ai passé à travers les questions, puis il y en a qui sont très précises. Puis malheureusement, on ne peut pas rentrer avec 60 personnes dans toutes sortes de détails. Donc, vous pouvez avoir certaines nuances là. Si vous lisez le rapport, vous allez voir que pour les 17 les 17 constats et pistes d'action, on a aussi pour chaque section un peu plus d'informations pour venir appuyer ça. Mais à la fin de la journée, ça reste quand même un peu plus haut niveau. Fait que pour les questions qui sont précises, ça va être plus notre point de vue, pas nécessairement celle des 60 experts qui ont participé à l'atelier, mais on espère peut-être que ça peut donner un coup de main. Donc, la première question, quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui peut inciter un distributeur de gaz à réduire ses volumes qui représentent son chiffre d'affaires hormis une obligation gouvernementale? Moi, je Alors, dirais juste qu'il faut faire attention parce que les distributeurs, c'est pas, ils font pas de l'argent sur le ouais. gaz, mais la distribution. Donc, c'est le nombre de clients qui sont, qui sont compris dans leur réseau qui est plus une priorité. Mais Pierre-Olivier, tu peux ajouter. Mais non, ce que dit Johan est effectivement la base, c'est que les distributeurs de gaz naturel ne revendent des molécules de gaz naturel, mais ne font pas d'argent sur la molécule de gaz naturel. Eux, ils ont des coûts fixes qui doivent répartir et qui, en fait, ils répartissent sur les volumes. Mais ce qui est important pour les distributeurs, c'est d'avoir des infrastructures de distribution qui sont rentables. Et si on juge que ces infrastructures sont rentables avec des volumes inférieurs, en fait, le distributeur n'a aucun problème avec ça. Il peut être tout à fait content d'avoir moins de gaz naturel. Ce qui est important pour le distributeur, c'est que ces infrastructures puissent être payées et qu'ils puissent justement les opérer de manière rentable. Donc, ce n'est pas tant la quantité qui passe à travers que le modèle d'affaires. Et Énergir fait évoluer son modèle d'affaires pour pouvoir répondre à des besoins, mais en visant moins de volume, parce que Énergir et les distributeurs de gaz naturel d'une manière générale comprennent bien que les changements climatiques vont faire en sorte qu'on ne pourra pas utiliser autant de gaz naturel dans nos systèmes énergétiques, mais ça ne veut pas dire que le système de distribution de gaz n'a plus aucune utilité, puisque justement, on peut avoir des usages qui nécessitent, certains usages énergétiques peuvent demander d'avoir des produits gazeux. Pour des raisons de fiabilité et de résilience, on peut avoir un intérêt à garder ce système-là. Et on a des sources renouvelables de gaz naturel qui peuvent être développées, donc pas au niveau de volume équivalent au volume fossile, mais on peut quand même avoir des volumes intéressants qui sont renouvelables dans nos systèmes. Quelqu'un qui demande si on avait invité des représentants de la mobilité des camions lourds pour notre atelier. La réponse, c'est oui. J'ai invité, entre autres, par exemple, Groupe Robert, parce qu'eux, ils ont déjà utilisé des camions au gaz naturel là, dans le passé, puis je pense qu'ils en ont peut-être encore. Mais malheureusement, ça donnait que notre atelier se déroulait en même temps qu'un gros événement international pour le camionnage. Donc, malheureusement, on n'a pas pu avoir de représentants du camion lourd. Mais ceci dit, on a fait aussi tout un autre atelier et une étude sur le potentiel de différentes technologies de décarbonation pour le transport lourd qui est disponible sur notre site web. Puis, on a regardé spécifiquement les camions au gaz qui pourraient fonctionner au gaz naturel renouvelable. Donc, je vous invite à voir ça. Et pour cet atelier-là qu'on avait fait sur le transport lourd, il y avait justement des représentants, évidemment, du transport, des camionneurs des transports lourds.
La prochaine question, c'est pour un consommateur de gaz, quel est l'avantage environnemental de payer plus cher pour le GNR alors que la loi oblige qu'il doit être, je pense, doit être injecté dans le réseau de toute façon. Moi, je veux juste dire que ben, c'est parce qu'il y en a des entreprises, par exemple, comme L'Oréal, qu'eux, ils ont fait une entente avec Énergir, puis ça leur permet, quand ils font de la vente et du marketing, de dire qu'ils sont complètement décarbonés. Donc, pour certaines entreprises, c'est vraiment en fonction des valeurs qu'ils pourraient avoir. Donc, peut-être, Pierre-Olivier, si tu veux ajouter à ça. Oui, mais c'est que de plus en plus d'entreprises s'engagent pour la carboneutralité et ont des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, elles se font un point d'honneur de dire, nous voulons avoir un approvisionnement énergétique qui est décarboné. Et quand elles payent pour du gaz naturel renouvelable, et parfois, il y a des gens qui disent oui, mais il est mélangé au gaz fossile, donc on ne sait pas si la molécule qui arrive spécifiquement est vraiment du gaz naturel renouvelable. C'est vrai, mais ce n'est pas grave parce que ce qui est important, c'est que le soutien financier soit donné aux producteurs de gaz naturel renouvelable et que donc le flux financier aille soutenir la production renouvelable pour qu'on ait cet approvisionnement en gaz naturel renouvelable et qu'on puisse dire on est carboneutre. Donc, il y a des gens qui tiennent à pouvoir le dire. Et à mon avis, c'est tout à fait important et louable de pouvoir viser la carboneutralité. Il faut savoir que la carboneutralité pourrait coûter plus cher à certains égards, surtout si on ne fait pas les efforts d'efficacité énergétique. Mais si on fait des efforts d'efficacité énergétique, on peut baisser notre consommation et faire en sorte que ça ne nous coûte pas plus cher globalement. Mais la réponse à la question, c'est vraiment le désir de s'afficher comme étant carboneutre et en utilisant de l'énergie renouvelable. Il y a aussi comme quand même une comptabilité qui se fait, c'est-à-dire que si une entreprise, elle, souhaite que son gaz naturel soit 100% renouvelable, évidemment, ben, le distributeur va pouvoir retirer l'équivalent de ce montant-là, de qu'est-ce qui serait dedans, euh, je pense, en termes d'attributs environnementaux dans le réseau, donc pour que ça puisse être utilisé, puis que les attributs environnementaux soient vraiment euh, attribuer, si on veut, à ce grand consommateur-là. Donc, de là, l'importance, je pense, comme mettait de l'avant les participants de l'atelier, d'avoir une comptabilité puis une reddition de compte, transparence pour que les gens puissent avoir confiance puis qu'il y ait une acceptabilité sociale dans l'utilisation du GNR avec la possibilité d'avoir un découplement, si on veut, des attributs environnementaux pour une revalorisation. Euh, mais tout ça, ça se fait, puis c'est comme les crédits compensatoires, tout ça, là, c'est possible d'avoir une comptabilité là, qui est très intègre, qui peut être éditée également. Quelqu'un qui dit la biomasse forestière provenant d'arbres ayant servi à faire des crédits compensatoires, entre autres pour la compensation, produit-elle du GNR considérant comme carboneutre. Donc, ce que je comprends, c'est que si on a fait une plantation dans le cadre un protocole de crédit compensatoire, est-ce qu'on pourrait après ça utiliser les arbres pour faire du GNR? Moi, personnellement, je dirais non parce que ça deviendrait un double comptage. Puis ça fait pas de sens parce que il y a quelqu'un qui paye pour faire un projet de forestation, c'est pour compenser des émissions que cette entreprise-là va continuer à émettre. Donc, si après ça, on utilise ça pour faire du GNR, en tout cas, moi, je pense pas que ça fonctionnerait. Mais Pierre-Olivier, vas-y. Non, non, je ne vais pas rajouter là-dessus. C'est un problème de comptabilité. Ouais, c'est Ultimement, ça. il faut faire très attention avec ces crédits carbone pour justement pas avoir des doubles comptages. Quelqu'un dit, comme vous l'avez souligné dans votre rapport, il y a actuellement un enjeu important de littératie entourant les attributs environnementaux, les différents instruments de marché associés et les mécanismes de traçabilité du GSR. Est-ce que votre équipe, la chaire, entend produire un livre blanc sur la question? Sinon, qui devrait produire? La réponse est non, mais qui devrait produire? Je pense qu'il y a il y a déjà, par exemple, Environnement Canada, à travers le règlement pour les combustibles propres, qui a un tableau qui fait un peu le suivi de l'intensité carbone, par exemple, pour les unités qui peut être utilisé pour la création d'unités conformité. Après ça, je pense que peut-être la Régie de l'énergie fait certains suivis, mais je ne sais pas, Pierre-Olivier, toi, est-ce que
Tu connais Ben, en fait, un endroit? quiconque veut clarifier les choses pourrait le faire. C'est quelque chose qui nous est quand même demandé. Alors, Johan a dit non parce qu'effectivement, on n'a pas l'intention à court terme de le faire, mais c'est pas impossible qu'on se penche sur la question à un moment donné parce qu'il y a effectivement de la clarté à apporter et que ça serait une bonne chose de le faire. Exactement. Merci pour l'idée. Oui, c'est une bonne idée, mais il faudrait que ça soit mis à jour constamment en fonction de les différents projets, les ventes et tout ça. Moi, je pense que ça serait excellent d'avoir une entité indépendante qui puisse faire le suivi au fur et à mesure qu'on a la possibilité d'avoir des achats d'unités de conformité, puis plus de différentes sources qui sont utilisées pour la production de GNR. Donc, c'est quand même un gros, un gros projet et, je pense qu'il doit être officialisé d'une certaine manière par les gouvernements. Sur la question des priorités des usages, lorsqu'il est question de la gestion de la pointe électrique, cela signifie-t-il éventuellement de consacrer du GNR à la production électrique dans des centrales thermiques ou uniquement pour des usages thermiques, chauffage de bâtiments? Alors, aujourd'hui, il y a ce qui est en place, c'est que le GNR sert pour tous les nouveaux usagers résidentiels, le GNR sert pour la biénergie. Donc, on peut encore faire des branchements au gaz naturel si on utilise la biénergie, si on utilise du gaz naturel renouvelable. Et ultimement, c'est pour le chauffage direct, le gaz naturel renouvelable. Ceci dit, Hydro-Québec a quand même, dans son plan 2035, parle de maintenir en place des centrales au gaz naturel qui pourraient éventuellement brûler du gaz naturel renouvelable pour justement pouvoir répondre en électricité à des périodes de pointe. Mais ça va être très difficile de concilier les différents usages parce que il y aura des volumes limités, mais c'est pas à exclure. C'est évidemment des choses qu'il va falloir planifier et s'assurer que les volumes puissent répondre à ces différents usages. Bon, question, comment peut-on permettre de gaspiller de l'électricité pour produire de l'hydrogène qui sera converti en gaz naturel renouvelable qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel? Alors, Ben, vas-y, Johan. on a fait, ben non, mais on a fait une analyse pour voir effectivement qu'est-ce qui en était en termes de l'efficacité globale pour, euh, pour ce procédé-là de gaz naturel. Puis c'est effectivement quelque chose à prendre en considération parce que ça peut, dépendant des usages finaux, ça peut représenter jusqu'à 60-70 de perte de ton électricité originale. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est de voir comment est-ce qu'on va prioriser en fait l'usage. Puis est-ce que cette électricité-là, si on fait des analyses comparatives, pourrait être mieux utilisée pour décarboner certains secteurs ou industries ou même dans le transport pour avoir des réductions de gaz à effet de serre plus élevées. Il n'y a pas eu tout encore ce travail-là qui a été fait, mais effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui a même ressorti parmi les discussions des participants aux tables rondes qu'il faut regarder ces autres caractéristiques-là du GNR. Et peut-être pour ajouter, il peut y avoir certains usages de niche qui nécessitent du gaz naturel et que, encore une fois, qu'on ne peut pas forcément électrifier de manière efficace. Donc, ce n'est pas à grande échelle, mais pour certains usages, certains éléments, on peut se dire, et comme le gaz naturel se stocke mieux que l'électricité et qu'on a déjà des infrastructures de stockage et déjà un réseau, on peut se dire, ça peut valoir la peine de gaspiller, entre guillemets, de l'électricité, surtout dans des heures où on a trop d'électricité parce qu'il n'y a pas de demande et qu'on a beaucoup d'infrastructures éoliennes et le vent souffle et si on n'a pas une demande équivalente à ce moment-là, on ne peut pas forcément utiliser l'électricité. Donc, on pourrait justifier une certaine utilisation de l'électricité pour de l'hydrogène, pour du gaz naturel, pour des applications de niche. C'est très coûteux et très inefficace en termes énergétiques, mais en termes financiers, ça peut devenir intéressant pour certains usages de niche. Donc, c'est à considérer avec beaucoup de précautions, mais ça peut se justifier dans certains cas. Euh, Est-ce qu'il faut considérer un manque à gagner au niveau de l'usage du digesta comme fertilisant ou formuler différemment, est-ce qu'il y a un coût d'opportunité à utiliser les matières organiques pour la production de GNR plutôt que les transformer en fertilisants? Alors, on n'est pas agronome, on n'a pas la réponse finale, mais, et j'entends des fois des opinions différentes, mais
La réponse que moi je comprends, c'est que la réponse est non à cette question-là, parce que après le processus de biométhanisation, il reste du digestat qui, lui, peut servir comme matière fertilisante. Et donc, on n'a pas une perte complète de la matière organique qui peut servir comme fertilisante, mais on extrait sa valeur énergétique. Et après, le digestat, après, peut servir, lui, de fertilisant. Et donc, on conserve l'entièreté ou les principaux attributs environnementaux pour la fertilisation des sols. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matière organique qui est simplement non traitée ou qui qui reste dans des sites d'enfouissement ou qui est enfouie. Et c'est cette matière, en partie cette matière-là, qui pourrait être valorisée pour du gaz naturel renouvelable. Donc, c'est sûr, il y a aussi du lisier, mais quand on voit le lisier qui n'est pas traité, est-ce que vraiment il va fertiliser ou il va surfertiliser les sols? Quand on voit certains enjeux au niveau de l'épandage de lisier porcin au Québec, on peut se demander si c'est juste le bon dosage de fertilisation ou s'il n'y en a pas déjà une surfertilisation et s'il n'y a pas une manière de valoriser de différentes manières cette matière organique. Je pense que le MAPAC tente un peu aussi d'étudier la question. Donc, si jamais vous avez des contacts au MAPAC, vous pourrez leur poser la question. Un autre enjeu qui freine l'intérêt des entreprises à se procurer du GNR est la non-possibilité de comptabiliser les achats de GNR sous forme d'instruments de marché selon le GHG Protocol. C'est pas vraiment une question, Non, c'est c'est pas une. un commentaire. Je n'ai pas vraiment personnellement réajouté parce que je ne suis pas vraiment sûre exactement, mais OK, merci. Je ne suis pas bien remis. C'est un point? Non, Non. non, j'avais pas OK. plus. Que dites-vous de la différence de conclusion entre l'étude de WSP et celle de l'étude de Marc Dionne, d'Éric Pinault de l'UQAM? Ben, elles sont pas vraiment, c'est pas la même chose. Euh, L'étude WSP puis Deloitte, ce qu'ils ont regardé, c'est le potentiel technico-économique de la filière du GNR. Puis ce qu'on voyait, en fait, c'est que c'est déjà une très bonne première étape. Ce qu'il faut faire, ce que les participants de l'atelier proposent, c'est d'aller faire l'analyse pour l'étude commerciale de maximum réalisable de la filière du GNR parce qu'on n'a pas, dans une étude technico-économique, pu regarder, entre autres, par exemple, les enjeux de marché, comme les compétitions d'usage dans les différents secteurs, mais aussi pour la matière de biomasse, les enjeux pour les marchés entre l'importation, l'exportation, etc. Donc, ça serait d'aller plus loin. Ce que Marc Dionne et Éric Pinault ont regardé, à mon sens, c'est beaucoup plus des enjeux par rapport à les impacts environnementaux. Euh, je- donc, pour moi, c'est pas la même chose, mais Pierre-Olivier, peut-être. Non, moi non plus, j'ai pas suffisamment les deux ensembles de conclusions en tête là pour pouvoir commenter là-dessus. Mais je veux dire, les deux rapports sont publics, donc vous pouvez tirer des conclusions en les regardant. Ou contacter les auteurs, en fait, ce serait surtout ça qui serait idéal. Dans le contexte où il est possible de transiger virtuellement du GNR avec de la production hors Québec, aucune importation, est-ce encore intéressant pour les entrepreneurs d'investir dans la filière québécoise? Euh, Ce qui est transigé virtuellement, c'est les attributs environnementaux. Donc, on pourrait imaginer effectivement, on ne met pas en place une filière québécoise parce qu'on achèterait des attributs environnementaux quelque part. Ceci dit, ça ne répondrait pas au besoin d'avoir une indépendance, d'une plus grande résilience énergétique, une certaine indépendance dans nos approvisionnements, de valoriser des matières organiques qui peuvent être valorisées. Une grande partie de ces matières organiques émettent du méthane ultimement. Pourquoi ne pas le capter et le valoriser? C'est un petit peu un non-sens de simplement dire on va l'enfouir et on va laisser être émis dans l'atmosphère et donc contribuer au réchauffement climatique alors que par ailleurs on utilise du gaz naturel fossile. Donc ça ne mettrait pas en place une filière circulaire et donc ça serait un peu très contre-productif de faire uniquement du transiger virtuellement. Et par ailleurs, certains projets de la filière québécoise peuvent être rentables et sont rentables à l'échelle internationale. Alors,
ben, pourquoi ne pas les générer localement, ce GNR et ces attributs environnementaux, si c'est rentable de le faire, parce qu'il y a une valeur pour les attributs environnementaux. Donc, ben, Ben, j'ajouterais aussi, puis ça a été souligné dans l'atelier, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices aussi qui sont au niveau de la gestion, par exemple, des matières résiduelles, de la façon aussi de gérer dans le secteur agricole, tout le lisier, tout ça, qui ne sont pas nécessairement reflétés toujours dans les bénéfices et les retombées de la production de GNR. Donc, ça vient aussi apporter certains, redynamiser, si on veut, une certaine, des projets économiques dans des secteurs agricoles et tout ça, en plus de faire de la gestion. Donc, il faut pouvoir trouver une façon de voir aussi les bénéfices non économiques que ça vient apporter au territoire, qui ne sont pas toujours bien reflétés. Donc, ce n'est pas juste purement au point de vue des gaz à effet de serre, mais aussi plusieurs autres quand on prend en compte toute l'approche de l'économie circulaire qui vient avec plusieurs projets de production de GNR. Un peu une longue question, mais quelqu'un dit, sachant que les produits forestiers sont de loin la principale source de biomasse envisagée pour réaliser un développement majeur de GNR au Québec, et sachant que le cycle de vie des arbres s'étale sur plusieurs décennies, et que les impacts de prélèvements forestiers sur la santé des forêts sont mal connus, alors que les émissions de GES pour les prochaines années feront toute la différence en matière de dépassement ou non du plafond de 1,5 degré. Pensez-vous que l'analyse de cycle de vie, la méthodologie appropriée en ce moment, en ce moment-ci pour évaluer l'impact carbone du GNR? En tout cas, la question, je pense, c'est oui, il y a beaucoup de gens qui ont souligné l'importance de prendre en compte justement d'un point de vue de cycle de vie, les impacts puis la traçabilité des impacts, si on veut, de différentes sources de GNR. Entre autres, il y a tout un projet par l'Institut Énergie Trottier qui va être publié avec Roberta Dragé, qui était entre autres une conférencière qu'on avait invitée pour notre événement. Et donc, vous pouvez aller télécharger le PowerPoint puis lire le résumé de 2 paragraphes dans le rapport de ce qu'elle a mis de l'avant. Ils sont en train de développer, en fait, une grille d'évaluation pour faire le suivi des impacts environnementaux des différentes sources, pas juste le GNR, mais de différents biocarburants. Donc, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte qui va être important là, pour pas juste le GNR, mais les biocombustibles de façon générale. Mais Est-ce que vous avez... Oh, je vais peut-être, Johan, terminer, compléter un petit peu, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, mais dans une grande partie de la production de GNR, c'est vraiment utiliser des matières résiduelles qui sont déjà produites et avant d'aller vers des forêts, faire de la déforestation. Donc, on a un potentiel de matière organique. Je le répète, Recyc Québec dit qu'on ne valorise en biométhanisation que 4,5% de notre matière organique actuelle générée dans le contexte actuel. Donc, on a un 95% de la matière organique qui pourrait potentiellement être valorisée. Et donc, on a des gisements qui ne nécessitent pas de la déforestation supplémentaire, mais simplement d'utiliser de la matière organique qui est déjà résiduelle et qui pourrait être valorisée. Je propose, Johan, qu'on s'arrête ici parce qu'il est passé midi. Ah oui, je suis désolée, je Et n'avais pas donc, fait le suivi du temps. Donc, ben, merci pour vos questions. Si vous voulez vraiment comprendre, je vois qu'il y en a 18 là, vous pouvez nous écrire, puis on va tenter de les répondre. Mais sinon, je vous invite vraiment à aller voir le rapport. Je pense qu'il va peut-être avoir des réponses, des éléments de réponse, on espère. Et donc, merci à tout le monde. Le prochain rapport qu'on va sortir, c'est l'état de l'énergie au Québec au mois de février. Donc, restez à l'écoute de nos prochains événements. Merci.